Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. Le sort de la Crimée et plus généralement celui de l'Ukraine est l'objet d'un bras de fer entre occidentaux et russes. Et pour mieux comprendre les intentions russes, nous recevons aujourd'hui le représentant de Moscou auprès de l'Union européenne. Ce diplomate représente la Fédération de Russie auprès des institutions européennes depuis 2005. Il connaît très bien l'Europe. Il a commencé sa carrière en 1976 en Grèce. En 1996, il a été envoyé à Sarajevo pour suivre la mise en œuvre de l'accord de paix. Il a été ensuite vice-ministre des Affaires étrangères. Vladimir Tchijov, bonjour. Alors, par son intervention militaire en Crimée, la Russie s'est attirée l'opprobre des Occidentaux. Elle apparaît d'ailleurs plutôt isolée sur la scène internationale. Est-ce que le jeu en valait la chandelle ? La dernière intervention militaire russe en Crimée remonte à 1783, sous le règne de la tsarine Catherine la Grande. C'est à cette époque que la Crimée fut rattachée à l'Empire russe. La flotte russe y est présente depuis lors, dans les bases de Sébastopol. Et je me souviens qu'un certain Français l'a appris à ses dépens, au XIXe siècle. Donc vous dites que ça n'est pas une annexion, c'est votre... Bien sûr que non. Revenons au XXIe siècle. Car pour les Européens au XXIe siècle, la Crimée a été annexée en violation du droit international au mépris d'un engagement que vous aviez signé à Budapest dans les années 90 sur le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors comment justifier ce revirement, cette intervention ? En réalité, il s'agit de l'expression libre de la volonté du peuple de Crimée. Un référendum organisé très rapidement. Eh bien, ils ont dû organiser ce référendum dans la hâte à cause des nombreuses menaces venant de Kiev. Les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir lors du coup d'État qui a eu lieu il y a quelques semaines. Aucune de ces dangers n'a été reconnue par la communauté internationale, ni sur les russophones de Crimée, ni sur les russophones de l'Est de l'Ukraine. Les instances auxquelles vous appartenez, y compris le Conseil de l'Europe, ne disent pas que ces minorités ont été persécutées ni ont encouru le moindre danger. Tout d'abord, l'Union européenne et les États-Unis ne représentent pas à eux seuls la communauté internationale. Vous évoquiez dans votre précédente question le mémorandum de Budapest de 1994. Permettez-moi de citer l'interprétation que fit l'un des signataires, les États-Unis, répondant à l'époque à une question du gouvernement bélarusse, qui signait la même année un mémorandum similaire. Eh bien, les États-Unis expliquait alors au gouvernement bélarusse, qui s'inquiétait d'éventuelles sanctions, que le mémorandum de Budapest n'était qu'une simple déclaration politique sans la moindre valeur juridique. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure que l'Ukraine avait été victime d'un coup d'État. Les Ukrainiens ont choisi un autre destin, c'est la vision des Occidentaux. Il y aura d'ailleurs une élection présidentielle organisée le 25 mai prochain. Pourquoi ne pas avoir entendu la mise en place de ce nouveau pouvoir qui sera relégitimé par les urnes pour agir si vous estimiez que vos intérêts en Crimée étaient menacés ? Avant tout, je pense que l'Union européenne a fait une grossière erreur en sous-estimant la diversité de la société ukrainienne, les profondes divisions de ce pays, pas seulement d'un point de vue géographique, mais également politique. On le voit lorsqu'il s'agit des attitudes par rapport à l'intégration européenne. On nous présente les élections du 25 mai comme des élections présidentielles, alors même que l'Ukraine dispose toujours d'un président élu sur des bases démocratiques. Vous parlez de Viktor Yanukovych ? Oui, il s'agit bien de lui. Sur son siège présidentiel bientôt ? Je n'ai pas dit cela, mais toutes les constitutions ukrainiennes, celle de 2010 ou celle de 2004 qui vient d'être réintroduite,
Et même avant cela, celle de 1992, toutes ces constitutions stipulent la même chose. Un président peut être démis de ses fonctions si 1. Il meurt, or il n'est pas mort. 2. Il démissionne, il n'a pas démissionné. 3. Il est déclaré dans l'incapacité de gouverner par un conseil de médecins. Ce n'est pas le cas. Ou 4. On active la procédure dite d'impeachment. Mais cela ne s'est pas produit. Option 5, il se sauve vers Moscou pendant la nuit. Et alors, le président Aristide n'a-t-il pas fui Haïti avant de revenir au pouvoir? Je ne dis pas que Viktor Yanukovych a un avenir politique, il n'en a pas. Mais vous ne pouvez pas construire la démocratie en commençant par violer la constitution de votre propre pays. C'est pourtant ce qui se passe dans de nombreux pays depuis plusieurs années. Vous avez entendu parler du printemps arabe. Aujourd'hui, il y a des expressions populaires qui amènent ces pays à se choisir un autre destin. C'est un peu le choix de l'Ukraine aujourd'hui. Ce choix est respectable. Il est bien sûr difficile de comparer l'Ukraine à un pays arabe. Le problème, c'est qu'aucune personne au pouvoir aujourd'hui à Kiev ne peut prétendre représenter l'ensemble du pays. Voilà le problème systémique auquel est confrontée l'Ukraine aujourd'hui. Et croyez-moi, aucune force politique, aucun leader n'est pour l'heure en mesure d'unifier ce pays, ces différentes régions. Donc je pense que la meilleure sortie de cette crise en Ukraine réside dans une réforme constitutionnelle suivie d'élections générales devant mener à terme à l'évolution de l'Ukraine vers un État fédéral. Pourtant, d'après les derniers sondages, celui qui est en tête, c'est Piotr Poroshenko, l'homme d'affaires pro-occidental, qui est largement en tête de ses intentions de vote devant le boxeur Vitali Klitschko, l'ex-première ministre emprisonnée Yulia Tymoshenko. Les partis nationalistes et fascistes que vous dénoncez, on l'entend très souvent dans la bouche des politiques russes, ne récolte que des miettes en matière dans les sondages. Où est le danger fasciste ? Eh bien, je ne suis pas convaincu. Bien sûr, M. Poroshenko est en tête dans les sondages avec 26% d'intention de vote. Mais on est bien loin d'une majorité. Et je ne suis pas certain que les manifestants de Maïdan, je veux dire ceux de la première heure, souhaitent se retrouver avec un nouvel oligarque à la tête de leur pays. Ensuite, vous parlez des ultranationalistes. Le parti dit de la liberté, le parti Svoboda, a été condamné non seulement par la Russie, mais également par une résolution de ce Parlement, le Parlement européen. En 2012, il a été caractérisé comme raciste, xénophobe et antisémite. Et que voit-on aujourd'hui ? Ces mêmes dirigeants européens qui serrent la main du leader de ce parti. Et ce parti, je vous le rappelle, est présent dans le pseudo-gouvernement ukrainien. Alors, vous parlez du danger nationaliste. C'est effectivement un sujet qui préoccupe les Russes, mais aussi les Occidentaux. Notre partenaire, la grande école HEC, vous interpelle sur cette question par la voix de Noël Lenoir, qui dirige l'Institut de l'Europe. Monsieur l'ambassadeur, nous adorons le peuple russe et sa grande culture. Mais je dois dire que la situation actuelle nous perturbe énormément en Europe. Votre président Vladimir Poutine a été jusqu'à accuser les manifestants de la place Maïdan d'être des nationalistes et même des fascistes appartenant au parti nazi. Chacun sait combien les Russes ont souffert de la dernière guerre mondiale et combien la mémoire en est encore vive, comme d'ailleurs chez nous, en Europe. Mais est-ce que vous ne croyez pas, au vu du comportement actuel du gouvernement russe, qu'en envahissant l'Ukraine, sous le prétexte d'aller protéger les Ukrainiens d'origine russe qui résident en Crimée, M. Poutine n'est pas en train d'essayer de reconstruire la grande Russie basée sur des critères ethniques, ce qui est la définition même du nationalisme le plus achevé? Et puis, si je puis me permettre, est-ce que vous pouvez nous dire où il va s'arrêter et quelle sera sa prochaine étape?
Si vous observez bien ce qui se passe sur la place Maïdan de l'indépendance à Kiev, au début, il s'agissait d'une véritable manifestation, composée surtout de jeunes et d'étudiants qui avaient le sentiment d'avoir été trompés par M. Yanukovych et ses prédécesseurs. Ils pensaient qu'une fois l'accord d'association signé, ils auraient directement pu voyager sans visa en Europe, y travailler, y résider. Mais ceci n'a jamais été l'intention de l'Union européenne. Et puis ensuite, la situation s'est détériorée. Des gangs armés se sont emparés de la place, jetant des pierres, des cocktails Molotov, occupant des bâtiments publics. La menace était réelle, et elle l'est toujours, à Kiev et ailleurs. Alors, pour ce qui est des tentatives de rétablir la Grande Russie, la Russie n'a pas été bâtie sur des critères ethniques. À travers son histoire, la Russie a toujours été un pays multiethnique, multiculturel et multiconfessionnel. C'est là la source de notre grandeur. D'ailleurs, on prête à Vladimir Poutine la pensée que la plus grande catastrophe du XXIe siècle, c'est l'effondrement de l'Empire soviétique. Vous partagez cette analyse ? Bien sûr, cela a été une grande catastrophe, car notre pays était un facteur de stabilité. Je ne dirais pas que le monde bipolaire était parfait, mais un monde unipolaire est bien pire. Désormais, nous sommes en train de construire un monde multipolaire qui, je l'espère, sera plus stable, plus juste et plus démocratique. Vladimir Tchidjov, parlons un peu des sanctions occidentales en réponse à votre intervention en Crimée. Le G8 a décidé de se réunir sans vous en juin et non pas à Sotchi mais à Bruxelles. Vous n'êtes plus les bienvenus dans ce club des pays prospères. Votre réaction ? Entendons-nous, ce n'est pas le G8 qui a pris cette décision, car le G8 ne peut prendre aucune décision sans la Russie. Certains membres du G8 ont choisi de se dissocier de cette institution. C'est leur choix. Je pense qu'il s'agit là d'une décision politique qui aura un impact négatif sur les graves problèmes que nous sommes censés résoudre. On ne peut pas prédire l'impact que cela aura sur les problèmes planétaires auxquels le G8 entendait répondre. Et ne vous méprenez pas, pour reprendre une expression chère au président Obama. Pour la Russie, le destin de l'Ukraine et de la Crimée sont évidemment beaucoup plus importants que ce qui se passe au sein du G8. Vous dites que ça n'est pas grave économiquement, mais dans les faits, votre économie souffre déjà. La fuite des capitaux est avérée. La Banque mondiale prédit une récession pour la Russie, moins 1,8%. Ce sont finalement vos compatriotes qui vont payer le prix de cette politique. Je n'irai pas jusqu'à dire que la situation actuelle n'a pas d'effet sur l'économie russe. Cela serait faux. Mais je pense que l'Europe va en ressentir les effets dans la même mesure, voire plus, surtout si elle devait commettre une seconde erreur en décidant de sanctions économiques. Quant à la croissance et aux fuites de capitaux de la Russie, eh bien, il s'agit là d'un phénomène habituel dans un monde où l'on spécule sur des capitaux qui transfèrent d'un pays à l'autre. Cet argent va et vient. Je ne pense pas qu'il s'agit là d'un vrai problème. Il y a aussi des États qui prennent peur. Les États de l'Est de l'Europe, ils s'inquiètent de votre attitude belliqueuse. Ils demandent à l'OTAN une protection renforcée. C'est le cas de la Pologne. Vous avez réveillé des angoisses anti-russes à l'Est de l'Europe. On croyait que tout ça était disparu 25 ans après la chute du mur. Le retour de la terreur, c'est une politique, c'est un choix délibéré ? Je ne vois pas du tout à qui vous faites allusion en parlant de politique de la terreur.
La Russie n'a rien fait qui puisse effrayer ses partenaires, même les pays d'Europe de l'Est. Tout cela est absolument faux. Pour ce qui est des investisseurs, je parle des vrais, des grands investisseurs. Je leur ai parlé ces dernières semaines. Et ils m'ont tous affirmé qu'ils resteraient sur le marché russe. Ils considèrent que cette période de refroidissement est passagère. Ils ont investi beaucoup trop d'argent en Russie pour se laisser influencer par ce que j'appellerais un courant d'air. Alors, concernant l'Ukraine, votre ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré son homologue ukrainien. C'est un premier pas. Maintenant, quand est-ce que vous avez l'intention de revenir à une table des négociations avec Kiev? Parce qu'il va bien finir par parler, il va falloir parler avec les Ukrainiens. Vous leur vendez du gaz, vous avez beaucoup d'intérêts économiques. Nous leur parlons. Et ce, même si le pseudo-gouvernement de Kiev est illégitime. En réalité, la personne que mon ministre a rencontrée à La Haye porte le titre de ministre par intérim. Eh bien, nous n'avons pas de problème de communication. Quand est-ce que ça va s'arrêter, justement, et quand est-ce que vous allez discuter avec les Européens pour éclaircir votre point de vue, avec peut-être les Américains, les Ukrainiens? Eh bien, le ministre dont vous parliez, Sergueï Lavrov, s'entretient par téléphone en moyenne 2 fois par jour avec son homologue, John Kerry. Ils se sont rencontrés à La Haye il y a quelques jours. Nous rencontrons régulièrement nos collègues européens. Je rencontre tout le monde ici à Bruxelles. Il n'y a aucun problème de communication. Vladimir Syjov, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou sur RFI.